Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une palle de challenge. Il s'agit, comme le titre de la vidéo l'indique, du Spring Flower Challenge qui est un petit peu le pendant printanier du Cold Winter Challenge ou du Pumpkin Autumn Challenge ou du Summer Calm Challenge. Et donc c'est vrai que cette année j'avais un petit peu envie de me remettre dans les challenges. J'essaye de vider ma palle comme vous avez pu le voir avec mes fins de saga, mes top 10 fins de saga, etc. J'aimerais bien essayer un petit peu d'acheter moins, de dégommer la palle et je me dis que et ben voilà, les challenges ça peut être une bonne occasion. Et surtout moi ce que j'adore c'est créer des pales à partir d'un thème. J'aime bien qu'on me donne un thème et aller fouiner dans ma bibliothèque pour trouver des romans qui collent au thème. Donc c'est ce que j'ai fait ici. C'est un challenge qui va se dérouler du 1er mars au 31 mai si je ne vous dis pas de bêtises. Donc à l'heure où je tourne la vidéo il est déjà un petit peu commencé. Mais voilà c'est pas grave, j'ai un peu de retard parce qu'en fait je vais finir mon livre et après je vais commencer le Spring Flower Challenge. Et pour tout ce qui est des modalités, si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour le valider, etc., je vous renvoie à la vidéo de sa créatrice Galéane, dont je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si j'oublie pas, parce que je suis super tête en l'air. Et voilà, elle va tout vous expliquer, ça sert à rien que je recommence une fois encore ce qu'elle a fait. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de vous présenter ma palle et puis pourquoi pas, ça peut vous donner des idées à vous aussi si vous avez envie d'y participer parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc ce challenge, comme bien souvent, se déroule en 3 menus avec 3 sous-menus. Je les ai là, donc évidemment de temps en temps je vais lire parce que je me souviens plus de toutes les catégories par cœur. Et on va commencer avec le menu 1 qui s'appelle Ménage de printemps. Et la première catégorie sera et patati et patata toute la journée. Ça ne s'arrête pas. Le but ici, c'est de sortir des livres que l'on a dans notre palle depuis plus de 1 an. Alors autant vous dire que c'est pas ça qui manque. Voilà, j'en ai choisi parce que il fallait en choisir, mais sincèrement, si j'avais dû vous sortir tous les livres de ma palle depuis plus d'1 an, on y aurait passé les journées. J'ai décidé d'en sortir plusieurs afin d'avoir le choix en fin de compte dans mes lectures. Donc le premier que j'ai sorti, c'est Grisha, que j'ai acheté à sa sortie, qui doit être 2017 ou 2018. Voilà, 2017, donc je l'ai depuis sa sortie et je l'ai toujours pas commencé alors que j'avais adoré Six of Crows. Donc ça me fait commencer une nouvelle saga, certes, donc c'est pas très bon pour descendre la palle, mais bon, il fallait quand même un moment que je m'en plonge dedans. J'ai aussi sorti un roman d'une petite maison d'édition qui s'appelle Nat Édition, je ne sais pas si elle existe encore. Ça s'appelle L'Enfer de l'Ange, écrit par Elodie Costé. Alors ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un moment, qui me fait super envie et je ne sais pas pourquoi je ne sors pas. Ici, on va rencontrer l'ange Gabriel qui était chargé de protéger quelqu'un, qui a abandonné cette personne et donc en fait les archanges vont lui donner une sorte de mission de la dernière chance pour se racheter, c'est-à-dire sauver Anna. Je ne sais pas qui est Anna, tout ce que je sais c'est que les 7 déchus l'ont pris pour cible. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais on est dans la mythologie ange et démon. C'est vrai que c'est une thématique qui me plaît et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas sortie. Ensuite, série que j'ai complète dans ma palle depuis un moment, il s'agit de Le cycle des âmes déchues, le tome 1, Le mal en la demeure, écrit par Stéphane Soutoul et sorti aux éditions du Petit Caveau. Alors c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai, on est dans du vampirique pur. Je crois que on suit une famille de vampires et à chaque tome, on doit suivre un membre de la famille, peut-être même un descendant ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un tout petit livre et je me suis dit que voilà, des fois les tout petits livres dans les challenges c'est bien aussi. Donc ouais, ça va me permettre de commencer cette série parce qu'elle dort dans ma palle depuis une éternité. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie de ce menu qui est une suite ou une fin de saga. Tu liras. Alors là, je n'ai pas vraiment préparé de pile à lire puisque je me suis déjà fait un top 10 pour les fins de saga et un top 10 pour les suites de saga. Donc je crois que j'ai largement de quoi piocher dedans, même si je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter une suite et fin, je crois, de saga. Alors ici, bizarrement, on est sur d'un romance historique. Pas mon style, mais j'avais bien aimé le premier tome. Pourtant, c'est écrit par Cassandra O'Donnell, c'est peut-être pour ça, ça doit aider. Et c'est Les Sœurs Charbrées, un mari récalcitrant, c'est le deuxième tome et je crois que c'est le deuxième et dernier
tomes de cette série. C'est vrai que j'avais plutôt bien aimé, donc voilà, je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est l'occasion, parce qu'en plus ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle, ça fait très longtemps, donc il rentrait dans une double catégorie, mais comme beaucoup de mes suites et fins de saga. Pour le reste, eh ben, je vous laisse aller voir mes 2 vidéos qui sont sur les suites et les fins de saga que j'aimerais terminer en 2020. Voilà, parce que je vais pas en sortir d'autres afin de ne pas non plus me surcharger en lecture, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, dernière catégorie de ce premier menu, à l'homme audacieux, la fortune tend la main. Et là en fait il s'agissait de tirer un livre au hasard ou demander à quelqu'un de lire votre livre ou quoi que ce soit. Et moi il y avait très longtemps, je m'étais fait une petite boîte avec tous les noms de mes romans parce que j'aimais bien justement piocher au hasard des livres, parce que ça me permettait de sortir des choses auxquelles je ne pensais plus tout simplement. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas rempli, mais d'un autre côté ça me permettait de sortir des romans que j'avais depuis un moment dans ma palle. Donc eh bien j'ai suis tombée sur 3 romans puisque j'ai voulu me laisser le choix encore une fois et je les ai tirés au hasard et donc je vais vous les présenter tout de suite. Le premier a été acheté à un salon du livre, oula, il y a longtemps, c'est Cyrmalia, la fin d'Araigne par Chloé Beaufy et paru chez Erato Éditions. Ici on va rencontrer Roselina qui va partir pour sauver son père, je crois. Et ses pas vont l'entraîner dans un monde plein de complots, de monstres, etc. On va suivre la jeune fille sur la route de Cyrmalia. Alors pourquoi est-ce que je l'avais acheté avec un résumé aussi flou? Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté à un salon du livre et je crois qu'on me l'avait plutôt bien vendu par les personnes de Erato Éditions. Donc j'espère juste que c'est un one shot parce que j'en sais rien en fait. Je sais même pas si la maison d'édition existe encore. Donc avant de me lancer dedans, je vais quand même vérifier qu'il n'y a bien qu'un seul tome pour ce roman. Ensuite, je suis tombée sur le tome 2 de Fédélins au bord du mal, écrit par Nadia Coste et paru chez Grunt Éditions. C'est une vieille série qui est en 4 tomes, je crois, avec en fait un folklore hyper intéressant. De manière, vous pouvez le voir sur la couverture. Ça vous donne un petit peu une idée des êtres que vous rencontrez dans ce roman. Et donc je sais qu'on a Caïn et Glark, donc ça doit être Caïn et Glark je crois, qui vont devenir amis. En fait ils vivent dans leur univers et si... Oh, je m'en souviens plus, mais je crois que Caïn est différent des autres, je ne sais plus ce qu'il a exactement. Il va falloir que je lise un résumé du tome 1 moi, hein. Mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1 et pourtant j'avais bien aimé, donc c'est vraiment l'occasion de continuer de me replonger dans cette série. Et enfin, j'ai tiré un dernier livre qui là aussi est dans ma palle depuis une éternité. J'ai tiré Sentiment 26 par Gemma Mallet et c'était paru chez Michel Lafon. C'est une dystopie, hein, c'était très à la mode à l'époque, je me suis jamais penchée dessus, je crois que c'est un tome unique, donc c'est l'occasion. Ici, nous sommes dans un monde où tous les sentiments ont été bannis de la cité, aussi bien la haine que l'amour. En fait, les habitants ont subi une lobotomie afin de garantir la paix. Ça a l'air vachement sympathique comme cité. Et là, les personnes là-dedans sont étiquetées de A pour admirable à D pour déviant. Et donc, ils vivent dans une sorte d'harmonie artificielle. Et évidemment, je suppose qu'on va suivre 2 personnages qui vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Je suppose qu'on va partir dans quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais là aussi, il dort dans ma palle depuis un moment. Mais c'est un livre dont on ne parle plus aujourd'hui. Donc justement, c'est l'occasion de le découvrir sans avoir le ressenti de tout le monde. Des fois, ça fait du bien d'avoir le ressenti des autres, mais des fois, ça fait du bien aussi de se pencher sur des livres dont on a tout simplement oublié si c'était bien, s'il avait plu aux gens ou pas. On va ensuite passer au deuxième menu qui est probablement mon préféré de tout ce challenge, notamment avec la catégorie 1, vous allez voir. Ce deuxième menu s'appelle Destination Asie et la première catégorie s'appelle Hanami. Donc Hanami en japonais, c'est l'art en fin de compte de regarder les cerisiers en fleurs. Et donc ici, Galéane nous propose de sortir un livre qui se passe en Asie, qui est écrit par un auteur asiatique où l'un des personnages pourrait être asiatique, même si celui-ci n'est pas le personnage principal. Ça donne quand même le champ large parce que c'est vrai que pour ceux qui sont pas spécialement fans des romans se passant en Asie, on peut tout simplement trouver un livre où l'un des personnages va avoir un nom asiatique. Mais enfin bon, en tout cas moi c'est pas mon cas et c'est de loin la catégorie où j'ai le plus mis de livres, vous allez voir. Et pour ceux qui sont
court et qui aime le fantastique, n'oubliez pas que les éditions du Chat Noir ont une collection maintenant spéciale sur le Japon, la collection Neko, et donc vous pourriez peut-être trouver votre bonheur avec l'un de ces romans pour cette catégorie. D'ailleurs, moi vous allez voir qu'il y a l'un des romans qui vient de cette collection Neko. En attendant, je voudrais commencer par vous parler du vol du lecteur de cadavres par Antonio Garrido chez Grasset Éditions. Ce roman à la base c'est à mes parents, autant vous dire qu'ils vont pas forcément le revoir de sitôt, et donc ça se passe en Chine il y a très longtemps, hein. Je ne sais plus exactement quelle année, et ben voilà, Chine impériale du XIIIe siècle, et en fait c'est basé sur une histoire réelle, sur un personnage réel, et vous allez découvrir finalement le premier médecin légiste de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le résumé sur Livre Addict ou un autre site qui pourra vous fournir un petit peu plus d'informations. Moi j'avoue que j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Ensuite, se déroulant en Asie, on a aussi Porcelaine par Estelle Faye apparaître chez les Moutons Électriques. C'est un roman que j'ai depuis un moment dans ma palle, mais j'ose pas trop le sortir, je sais pas, j'ai peur de partir trop dans l'onérisme, trop dans le lyrique, j'ai peur de pas accrocher. Je vais voir. Et pourtant en même temps il me tente énormément, enfin c'est hyper bizarre comme sensation avec ce roman, mais bon voilà. Légende du tigre et de la tisseuse, ça va être sous forme de conte je pense, la couverture est magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que c'est l'occasion rêvée de découvrir cette histoire. Ici, ça se passe en Chine vers l'an 200. On va rencontrer un comédien errant jeté sur les routes par un dieu vengeur. Un masque à forme humaine dissimule son faciès de tigre tandis que son cœur est de porcelaine fêlée. Son voyage va durer plus de 1000 ans. Au cours de son périple, il rencontra Li Mei, une jeune tisseuse, la belle qui verra en lui plus qu'une bête. Alors voilà, est-ce que c'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête mélangée avec des contes chinois? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, il me tente d'un côté, hein, j'avoue. Mais le dernier Estelle Faye que j'ai lu, j'ai pas du tout accroché. Enfin, je l'ai arrêté en fait. J'arrivais pas avec l'écriture, c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de me jeter dans celui-là, je pense. Après, justement, le voilà, le Neko des éditions du Chat Noir, écrit par Megan Crew. Il s'agit de Mortal Song. Ici, on va rencontrer une jeune femme qui, voilà, comme dit la phrase ici, se croyait l'héritière des dieux, mais tout n'était que mensonge. En fait, elle n'était qu'un fac-similé destiné à remplacer pour protéger cette héritière. Et après qu'une attaque a eu lieu dans laquelle elle a failli mourir, je crois, on va lui demander en fait d'aller retrouver cette héritière. Donc non seulement elle tombe de son piédestal, mais en plus on lui confie une mission. À mon avis, ça va pas être simple. En tout cas, c'est un livre avec une couverture magnifique et qui rentre totalement dans le thème. Tome unique. Les 3 romans là que je vous ai présentés de cette catégorie pour l'instant sont des tomes uniques. Ensuite, petit livre de poche de chez Piquier Poche. Donc là, Piquier, maison d'édition, vous allez trouver plein de choses sur l'Asie si vous aimez bien. Écrit par Yamada Futaro. Il s'agit des manuscrits ninja, les 7 lances d'Aize. Et donc ça se passe au Japon en 1642. Où on va rencontrer le daimyo du riche fief d'Aize qui fait exterminer par ses 7 hommes de main, les 7 lances d'Aize, toute la famille de Horimondo qui s'était rebellée contre son seigneur. Seules 7 femmes du clan survivent et jurent de se venger. 7 jeunes femmes intrépides mais novices dans l'art du combat contre 7 mercenaires aux techniques guerrières surhumaines. Voilà, ça va pas être sympa. Ensuite, un livre de Shiba Ryotaro, et vous allez voir qu'il y en a 2 dans cette pile à lire. C'est sur Tokugawa Ieyasu, le shogun suprême. Donc en fait, c'est le shogun qui a pris la main sur l'empereur et qui a lancé le Japon dans une dynastie de shoguns qui va durer 250 ans. Ils vont mettre le Japon un petit peu en autarcie. Donc lui a pris le pouvoir en 1600 je crois. Je crois que Sekigahara, la bataille était en 1600. Et je me souviens plus. Dirigea le Japon de 1603 à 1867. Alors ici, j'arrive pas à savoir vraiment si c'est un roman ou si c'est plutôt un essai. Moi je pense que c'est plutôt écrit comme un documentaire que comme un roman, je sais pas trop. Mais je suis passionnée du Japon, même en documentaire, moi je lirai. Par contre, si vous cherchez un roman pur, je suis pas sûre qu'on soit dedans, je vous redirai quand je l'aurai lu. Donc, toujours du même auteur, Shiba Ryotaro, et donc chez Piquier Poche, je vous le disais qu'ils étaient spécialisés dans l'Asie. Hideyoshi, Seigneur Singe. Si je me souviens bien, c'était Toyotomi Hideyoshi qui va réunifier le Japon, qui à la base était au service de Nobunaga. Non, c'est ça? Oui.
au service du grand Nobunaga. Donc ici on est dans un roman historique, mais en tout cas en effet Toyotomi Hideyoshi a été un grand personnage de l'histoire du Japon. Là vous êtes plutôt dans 1500 et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, Tokugawa prendra le pouvoir à la mort de Toyotomi Hideyoshi, si je me souviens bien, mais peut-être que je vous dis des bêtises. Enfin, le dernier que je voudrais vous présenter, qui va coller aussi au thème, il s'agit de La dernière geste, premier chant dans l'ombre de Paris, écrit par Morgan of Glencoe et paru aux éditions, je crois que c'est ActuSF, dans le label Naos. Ici, en fait, nous sommes dans un monde où les humains vont traiter les fées comme des animaux dangereux parce qu'ils redoutent leur pouvoir. Donc oui, nous sommes dans un monde fantastique, contrairement aux 3 derniers romans là que je vous ai présentés. Là, il y a de la magie. On va rencontrer la princesse Yuri qui va recevoir une lettre de son père lui enjoignant de quitter le Japon pour le rejoindre. Et donc elle va s'empresser d'obéir, mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu'elle a été promise à l'héritier du trône de France. Je pense que ça peut être super intéressant, ce mélange de royauté française, de royauté japonaise. On est dans de l'Uchronie quelque part parce qu'on se retrouve avec les rois de France, mais en même temps, enfin je sais pas, elle a peut-être inventé d'ailleurs les rois de France, mais en même temps on est dans du fantastique. Enfin moi je sais qu'il m'avait trop donné envie. Alors c'est peut-être de toute la pile que je vous ai présenté celui qui a le moins trait à l'Orient puisqu'elle vient à Paris, mais notre héroïne est japonaise donc ça colle quand même au thème, bien que contrairement aux autres où je vous en ai présenté 2 qui se passent en Chine et 4 au Japon, et bien celui-là, je ne sais pas où il va se passer, en France, a priori, au moins pour une partie. Voilà, je vous avais dit, hein, c'était la catégorie la plus remplie, encore qu'il y en a une derrière, vous allez voir, elle est pas mal non plus dans l'autre menu. Mais en attendant, la deuxième catégorie du menu 2 s'appelle Emaki, si je me souviens de ce que Galéane a dit, c'est une sorte de document graphique, je crois, en japonais, je ne sais plus. Bref, c'était un petit peu pour ne pas mettre le mot manga, puisque dans cette catégorie, le but c'est de lire un livre graphique, une bande dessinée, un manga, quelque chose de graphique. J'ai donc été largement influencée au dernier salon de Montreuil par une certaine demoiselle qui se reconnaîtra, et donc j'ai acheté Magus of the Library par Mitsu Izumi. C'est le tome 1 et c'est paru, je sais pas, chez Kiyun édition. Alors je suis très nulle, je ne lis absolument pas de manga, mais elle m'a dit tu dois lire, c'est trop bien, donc je l'ai acheté. En fait je lis pas de manga parce que c'est en noir et blanc et ça me gonfle, et je trouve que c'est plutôt une bénédiction pour moi parce que j'ai déjà tellement de trucs que si je me mets au manga ça va être la mort. Après j'avoue que voilà, elle m'a montré un peu les dessins et bon bah il y a quand même de quoi... Il y a quand même de quoi craquer quoi. Hein. Donc voilà, plutôt que de le laisser, hop là, je crois qu'il est à l'envers, non il est à l'endroit. Je connais la nana déjà qui lit jamais de manga, qui sait pas si son manga il est à l'envers ou à l'endroit, qui est perturbée d'avoir à l'envers. Mais voilà, je me dis que c'est l'occasion, et puis peut-être que je vais adorer, que finalement elle va me pervertir au manga. Quelque part j'espère pas parce que sinon je sais même pas où je vais les mettre, je sais pas où je vais trouver le temps de les lire. Ensuite, autre livre que j'ai acheté à Montreuil, il s'agit d'un livre de Lafcadio Hearn, Histoire de fantômes du Japon, mais qui a été illustré par Benjamin Lacombe. Alors Lafcadio Hearn, il était anglais je crois, enfin en tout cas il était anglophone et il est l'un des premiers, voire le premier à avoir obtenu la nationalité japonaise. Il a même changé de nom, il est parti au Japon, il a habité là-bas, il s'est marié avec une japonaise, il a obtenu la nationalité japonaise, je crois que c'est le premier, et il a même carrément changé de nom par la suite. Donc c'est un écrivain qui au Japon est très populaire et du coup c'est vrai que c'était l'occasion de découvrir l'un de ses livres avec Histoire de fantômes du Japon, d'autant plus que c'est quand même illustré par Benjamin Lacombe. Donc je crois que question Asie et question graphique, on est quand même en plein dedans. Ensuite je suis sortie un petit peu du thème de l'Asie, mais je l'ai fait parce que c'est pareil, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle depuis le salon du livre de 2016, ça vous donne une idée. C'est Histoire d'antan, c'est quoi la maison d'édition? C'est Alzaban Édition. Et c'est les étonnantes aventures de Renard et de son compère Idengrin. Je sais pas si vous vous souvenez du roman de Renard illustré par Jonathan Bosmar ici. Et donc en fait voilà, c'est un vieux roman que mes parents me lisaient quand j'étais gamine. Et c'est vrai que j'avais envie de retrouver un petit peu cette histoire. Sauf que là il a été illustré. Mais finalement je l'ai acheté en me disant ouais je vais le lire super vite. Et comme vous pouvez le voir, et ben, ça fait plus de 3 ans qu'il est dans ma palle à traîner.
Voilà, le livre est magnifique, hein. Vous êtes sur une couverture dure, vous êtes sur un jaspage doré, vous avez le petit signet à l'intérieur. C'est un ouvrage magnifique et je pense qu'il doit se lire super vite. Donc voilà, j'ai essayé de le mettre dans ma palle, on va voir, peut-être que ça va marcher, que je vais réussir à le sortir, sait-on jamais. Ensuite, on va passer à la troisième catégorie de ce deuxième menu qui est sur Mulan, réflexion, je crois qu'elle a mis. Donc là, il faut lire un livre soit avec une femme qui va se déguiser en homme, mais alors ça, j'avoue qu'à part Mulan, je sais pas trop. Si, alors oui. Alors là, un qui colle parfaitement dans le thème, j'ai lu le premier, attendez. Alors attention par contre, je vais vous faire un spoil en vous présentant ce livre, parce que c'est son secret au personnage, le changement d'identité. Donc, je vais vous mettre là où est-ce que vous devez aller si vous ne voulez pas avoir ce mini spoil, parce que vous l'apprenez dès le tome 1, hein, puisque moi je le sais, vous l'apprenez très vite et ça gâche rien à l'histoire, mais c'est quand même un spoil. J'ai lu le premier tome il y a des années, j'ai jamais lu la suite, alors pourquoi pas le relire. Ça s'appelle Éon et le 12e dragon, en plus on parle dragon, de Alison Goodman, paru chez Gallimard Jeunesse. Et donc au cœur d'une Chine impériale mythique, Éon s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi comme apprenti par l'un des 12 dragons qui protège le pays. Mais il porte un dangereux secret dans ce monde plein de fausses identités, d'alliances incertaines, mais aussi d'amitié loyale. Éon est en grand péril là. Et en fait, Éon est une fille et s'appelle Éona. Donc là, dans le style, on est en plein dedans. Voilà, désolé pour le spoil, par contre, c'est pour ça que je vous ai donné où reprendre. Je cache le livre, on passe à la suite. Donc soit c'était ça, soit on pouvait lire un conte ou une réécriture de conte, ou un roman qui a été adapté en film, en manga, en ce que vous voulez. Donc j'en ai sorti un de chaque. J'ai sorti Un palais d'épines et de roses par Sarah J. Maas, parce que non, je n'ai toujours pas lu, moi j'ai la version France Loisir, mais à la base c'est La Martinière Jeunesse. Moi j'ai peur d'être un petit peu trop dans la romance, mais quand je vois pour Cotard tout ce qui peut y avoir comme chronique dithyrambique, je me dis qu'il faut quand même que je le découvre. Je crois qu'on est dans une réécriture de conte, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'était juste le prétexte pour moi pour enfin le mettre dans une pile à lire et essayer de le sortir. Et enfin, j'ai pris un roman qui avait été adapté au cinéma avec Ready Player One par Ernest Cline et paru chez Michel Lafon, un film événement réalisé par Steven Spielberg lui-même. Je n'ai pas vu le film, je regarderai bien, mais je veux lire le livre avant. C'est mon frère qui m'a offert ce livre, je crois qu'il l'a lu, qu'il avait adoré. Je pense que ça peut être pas mal, on est vraiment dans le truc là de la réalité virtuelle, hein. Comme j'en parlais dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que les thèmes de la réalité virtuelle et des intelligences artificielles sont très à la mode, hein. On le voit en poupe en ce moment, mais ça c'est quand même sorti il y a un moment, hein. 2013. Ensuite et enfin le dernier menu, il s'appelle Fleur de Pêcher, soit le pêcher P-E-C-H-E, ou le Fleur de Pêcher l'arbre fruitier, puisqu'ici en fait on va être dans le menu des oppositions, des contradictions. Donc la première catégorie, il s'agit de faiseurs de rêves, muses des cauchemars, et donc il s'agit de lire soit un livre qui tente énormément, soit un livre qui nous fait extrêmement peur. Ça peut être un pavé, etc. Soit dans l'idéal, pourquoi pas les deux à la fois. Et moi c'est ce que j'ai fait, et vous allez vite comprendre, ce sont des livres qui me tentent énormément, mais qui me font peur. Et pour 3 d'entre eux, ils me font peur pour la même raison, et je suis même pas sûre d'avoir besoin de vous expliquer. En tout cas, le premier c'est un petit peu différent. Il s'agit de La Faucheuse, le tome de Thunderhead par Neil Shusterman, paru dans la collection R. Alors, c'est un beau bébé, hein, faut pas se voiler la face. Il fait quand même 560 pages, mais il me tente et en même temps il me fait peur parce que je crois que j'avais placé la barre tellement haute pour le premier tome que moi ça n'avait pas été, je sais que ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes, mais pas pour moi. J'avais trouvé qu'il y a quelques longueurs et du coup il me tente énormément et en même temps j'ai peur d'être déçue, j'ai peur que ça parte dans une direction qui m'intéresse moins. Donc voilà, je l'ai quand même mis là parce que voilà, il me tente énormément et en même temps il me fait peur. Ensuite, tout simplement parce que... Tadam, mon dieu, on est quand même sur du 700 pages, hein, 794, on n'est plus à quelques pages près, avec Le Secret de Pembroke Park par Julie Klassen, paru... je sais pas. Le fait est que ici on est dans un... aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë, on est dans une sorte de romance ou plutôt secret de famille historique et je sais pas, c'est pas du tout le style que je lis d'habitude et pourtant il me tente énormément, mais c'est vrai que son côté pavé, du coup j'ai jamais sorti parce qu'il fait 700 pages,
Donc bah c'est vrai que là, moins qu'on puisse dire, c'est que bah, il rentre dans le thème, hein. Et vous allez voir que je suis dans le même esprit, hein. Voilà, je sais même pas dans quel sens il s'ouvre celui-là. Il s'ouvre comme ça. Puisque c'est Daryl Ouvre-Monde, c'était la toute première version Ulule. Donc en hardback. Ah, j'ai tout qui se pète la gueule. Voilà, donc Daryl Ouvre-Monde par Olivier Perru avec Rémi Guérin et Nicolas Mitric. Daryl Ouvre-Monde qui est ensuite paru chez, je crois, Michel Lafon et qui est même adapté en bande dessinée. Je ne sais plus de quoi ça parle, c'est du fantastique, fantasy, je sais plus, jeunesse ou young adulte peut-être, mais voilà. Hein, voilà. C'est vrai qu'il m'avait tenté, je l'avais pris en... Mais quand je l'avais vu arriver... Bon après c'est pareil, en 683 pages. À la rigueur il est presque moins épais que l'autre que je vous ai présenté. On dirait pas, mais il y a moins de pages. Mais puis en plus, il est illustré ce livre. Je vous montre ça quand même. Bah c'est retombé encore une fois. Donc je pense en fait qu'il se lit plus vite que son gros format ne le laisse penser, surtout qu'à la fin... Oui voilà, la fin en fait, ici là, vous avez que des croquis. Et c'est un sacré bébé, hein. Je peux vous tenir qu'à tenir, faut y aller. Mais vous avez que des croquis, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je pense qu'il va certainement plus vite que ce que je pensais. Mais c'est son côté pavasse quoi qui me fout la trouille. Et enfin, le dernier, et non pas des moindres, là aussi c'est un pavé, mais il me tentait. J'ai hésité à le prendre à cause du format pavé. Ouais. Mais j'ai craqué. Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon chez De Saxius Éditions. Il me tente énormément, mais vraiment énormément. Alors c'est un one shot, mais moi, enfin, je suis désolée de le dire, mais j'aurais limite préféré qu'on en fasse 3. Parce que il fait quand même... Là j'en suis à 980 pages. Voilà. Après elle fait toujours des gros bébés parce que si je me souviens bien c'est elle qui écrit The Bone Season que j'ai jamais commencé non plus parce que c'était un beau bébé. Donc voilà, là vous êtes quand même dans l'extrême du gros roman. La couverture est magnifique, hein. Ils ont gardé la couverture originale. Elle est splendide. Je regrette un petit peu, enfin moi c'est très personnel hein, mais j'aurais préféré avoir une trilogie, je vous le dis carrément, que d'avoir un gros bébé. Donc alors que l'histoire a l'air mais tellement bien quoi. Rien que la couverture, moi elle me fait rêver. Donc et ben voilà, je crois que là aussi vous comprenez pourquoi il me fait envie mais peur à la fois. La deuxième catégorie, il s'agit de je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Il faut lire soit une romance, soit son contraire, comme des thrillers, des choses comme ça. Je suis partie un petit peu dans les deux en fait. Là, j'ai un petit peu essayé de mélanger avec Le jour où le diable m'a trouvé par April Geneviève. Oula, tu te choloques, tu colques, incapable de prononcer. Très vieux livre de la collection Black Moon. Et en fait, on parle d'une jeune fille dont la grand-mère évoquait constamment le diable comme si s'agit de son meilleur ami ou d'un ancien amant. J'ai supplié ma grand-mère, même après sa mort, de tenir le diable à l'écart, ce qui ne l'a pas empêché de me trouver, car par un beau matin de juin, un garçon à la démarche féline s'est installé dans la maison au fond de mon jardin. C'est Black Moon, donc normalement on est censé partir sur du fantastique. Donc je me dis que voilà, on peut potentiellement partir sur une histoire d'amour, mais aussi un peu son contraire, puisque on a le diable. Donc voilà, je me suis dit que celui-là, il allait rentrer, puis ça me donnait l'occasion de sortir. Après, vous allez voir que j'ai fait l'effort de sortir une autre romance, parce que oui, j'ai déjà sorti une romance avant, avec, je ne sais plus moi, Les Sœurs Charbray, une romance historique. Je vous en sors une là, et je vais même vous en ressortir une après encore. Il s'agit d'un Georgia Caldera, ceci explique cela, hein. C'est juste parce que c'est elle l'autrice que je me pencherai dessus. Avec Hors de portée paru chez J'ai lu, et c'est ma Bérangère de Bilecture, de lecture en B maintenant, qui me l'avait offert, et donc eh bien c'est de la romance contemporaine. Donc ça rentre dans le thème, c'était l'occasion de sortir. Pourquoi pas, moi si c'est frais et que c'est drôle, et ben ça peut me tenter. Et après je suis plutôt partie dans le thème et son contraire avec les thrillers et compagnie. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu et du coup je me suis rendu compte que j'en avais plein qui me faisaient trop envie, donc je crois que j'en ai sélectionné 5. Ouais, 5, comme ça je pourrais au moins en piocher un dedans quoi. Le premier, il s'agit de Enterrée vivante par Arnaud Strobel, donc c'est le livre de poche de chez France Loisirs Sage. Je sais pas chez qui c'est paru à la base. C'est un petit livre. Et donc en fait on va rencontrer Eva
qui va se retrouver enfermée dans le noir total. Elle se cogne de tous côtés contre une paroi, elle se sentait prise au piège. Enfermée vivante dans une caisse en bois dont personne ne peut l'entendre crier. Sauf qu'en fait, Eva va se réveiller et elle va comprendre qu'elle a fait juste un rêve. Enfin plutôt un cauchemar. Mais d'après ce que je comprends, son soulagement ne va être que de courte durée. Car son corps porte des traces de blessures comme si elle avait vraiment essayé de s'extirper de ce cercueil. Et en même temps, c'est à Cologne, oui, la police va découvrir le corps d'une femme qui a été enterrée vivante et qui n'est autre que la demi-sœur d'Eva. Voilà, donc ça peut être super sympa. En plus, il est pas long, hein. Il fait moins de 300 pages. Donc voilà, ça peut être l'occasion de me sortir un petit thriller tranquille. C'est vrai que moi j'aime bien le pitch, je le trouve sympa. Autre thriller que j'ai sorti, je vais pas vous présenter celui-là, c'est La fille du train de Paula Hawkins chez Pocket. Hein. Je pense que tout le monde en a entendu suffisamment parler. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aussi. Il y a combien là? J'ai 400 et quelques, 450 pages. Après j'ai sorti Le doute de S.K. Tremaine, toujours chez Pocket Jeunesse. On a deux sœurs je crois, jumelles, il y en a une qui disparaît. C'est un an après le décès accidentel de Lydia, voilà c'est ça. On a deux sœurs jumelles et puis ils vont s'installer, donc toute la famille va partir s'installer sur une petite île écossaise, l'île du Skye, pour je pense tourner un petit peu la page du décès de la sœur. Mais Kirsty, la fille qui a survécu, la sœur jumelle survivante, va commencer à avoir un étrange comportement. Elle se met à affirmer qu'en réalité, elle est Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île, l'angoisse va grandissant. Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux sœurs a trouvé la mort? Voilà, c'est pareil, le pitch il me plaît bien, je le trouve assez original. Donc j'ai mis les polars en fait que je trouvais originaux, sans taper dans les trop gros, parce que j'ai déjà trop de pavasses. J'ai mis aussi La méthode 1533 de Shannon Kirk. Là aussi, moi j'ai l'édition France Loisirs. Ça m'avait carrément tenté parce qu'en fait, vous êtes avec une fille de 16 ans qui est enceinte, qui apparemment est sans défense et qui se fait kidnapper. Mais comme on vous le dit, vous la croyez terrifiée? Bien au contraire, elle n'est pas comme les autres, elle ne ressent aucune empathie. Un handicap qui va devenir une force redoutable, méthodique et calculatrice, elle met au point un plan d'évasion où rien n'est laissé au hasard. Voilà, c'est pareil, je trouvais le pitch super original, donc je l'ai mis là-dedans. Enfin, le dernier de cette catégorie, un Ingrid des jours, avec Tout pour plaire. C'est mon premier Ingrid des jours, j'en ai pas encore lu. Je l'ai mis parce que c'était un Ingrid des jours que j'avais envie de la découvrir. Je l'ai vue cette autrice pour Caleb, sous le nom de Mira El-Jundir, je crois qu'elle signe un truc comme ça. Je l'ai mis aussi parce que on parle d'un couple et que comme on était dans la thématique de la romance et du couple, ici on avait un couple et je trouvais qu'il rentrait bien dans le thème. Voilà. Donc je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai plus envie de savoir. Enfin, la troisième catégorie, la dernière de ce challenge, on y est presque. La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. J'adore, je trouve ça super joli comme phrase, c'est une citation. Et donc il faut lire de la SFFF ou du contemporain. Donc j'ai sorti 3 romans qui me tentaient trop en SFFF et un contemporain qui tente trop. Pour autant je pense que je vais pas lire maintenant, parce que je suis hyper fatiguée en ce moment, et qu'il s'agit de Ashes Falling from the Sky par Neil Gorman et Mathieu Guibé, paru aux éditions Albin Michel, et je pense qu'il doit être assez dur en fait comme livre, et comme je suis fatiguée, j'ai pas envie d'éclater en pleurs. Voilà, donc il y avait même le petit marque-page. Alors moi j'avoue qu'il y a un truc qui m'a fortement énervée, et je m'en fous, je le dis, c'est le marque-page, le phénomène Neil Gorman. Alors déjà, je suis désolée, mais Ashes Falling from the Sky a été écrit à 4 mains et pas que Neil Gorman. Donc je sais qu'elle a écrit Le Pacte des Macs, c'était sur Wattpad, que ça s'est bien passé, gna 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 gna, mais je trouve que c'est pas correct. Et en plus de là à parler de phénomène, elle a pas non plus été traduite en 35 langues, quoi. C'est pas Maxime Chatham ni Stephen King. Donc déjà, je trouve que le phénomène Neil Gorman, c'est ridicule. C'est pas après Neil Gorman parce qu'elle y est pour rien, hein. C'est vraiment après la maison d'édition que j'en ai un. Je pense que la pauvre Neil Gorman elle a rien demandé à personne, mais la maison d'édition, alors déjà le phénomène je trouve ça ridicule, mais alors en plus pour un roman qui a été écrit à 4 mains je trouve ça carrément irrespectueux. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, ça m'a choqué quand j'ai pris le roman, je l'ai pris à Montreuil cette année, ça m'a choqué, donc voilà, je vous dis ce que j'en pense comme il en est.
Bah moi je l'ai acheté parce que c'est Mathieu Guibé qui l'a écrit, en partie, en moitié. Et que je lis tout ce qu'écrit Mathieu, parce que c'est vrai que moi les romans c'est pas trop mon truc. Après je pense que le personnage est bien torturé comme je les aime, donc pourquoi pas. Sauf que comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis hyper fatiguée, donc je vais attendre de me sentir un petit peu mieux avant de me lancer dans un bouquin qui va me faire pleurer, je sens. Et après j'ai sorti 3 romans qui me tentaient trop SFFF. J'ai sorti Radéon de Franck Dive chez Scrineo. Là vous êtes dans un monde où il y a eu un cataclysme et la Terre, je crois qu'elle tourne plus, donc vous avez la moitié de la Terre au soleil et la moitié à l'ombre. Ça, ouais, c'est ça. 2 peuples ont survécu et se vouent une haine féroce. Les Bédouins, revenus à l'âge de fer, qui vivent dans un désert où le soleil ne se couche jamais, et les Tchabs, gardiens de la technologie des ancêtres, qui ont su s'adapter à la nuit polaire éternelle. Et on va suivre Amayas, qui est un jeune Bédouin qui est en symbiose avec une lionne, qu'on voit 2 fois sur la couverture, là et là. Et voilà, moi c'est cette histoire de cataclysme qui me plaisait, de terre qui arrêtait de tourner, de peuple posé et de symbiose avec une lionne. Enfin franchement je pense qu'il avait vraiment tout pour me plaire. Ensuite acheté il y a un petit moment déjà, il s'agit de Glitter par Aprilline Pike, est sorti chez Dreamland Éditions. Alors Glitter, vous êtes dans le futur, je crois c'est l'anticipation, 22e siècle. Et du coup le château de Versailles, ça a été racheté par une multinationale pour être le siège, si je puis dire, d'une télé-réalité. On va suivre une nana là-dedans qui va essayer, je pense, de sortir de cette... pas univers mais microcosme de ce huis clos complètement dystopique. Et donc je sais pas, moi voir Versailles au 22e siècle avec des robots, je trouvais que l'idée était hyper originale, donc c'est vrai que c'est un roman qui me fait super envie. Enfin et pour terminer, je vous présente le dernier roman que j'ai placé dans cette pile à lire gigantissime de ce Spring Flower Challenge, mais j'assume, comme ça j'aurai plein de choix de romans. Il s'agit de L'Arrache-Mot par Judith Bouilloc et paru chez Hachette Jeunesse. On en a parlé énormément. Je ne vais donc pas vous en parler, mais c'est vrai qu'il me tente. En plus les Hachette, ils sont hyper aérés, il y a une jolie mise en page, je pense qu'il devrait se lire assez vite. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette palle pour le Spring Flower Challenge. Oui, elle est gigantesque, non je ne vais pas tout lire, mais si je la restreins trop en fait, que j'ai pas le choix, je sais que en fait je vais pas m'y tenir en fait, parce que j'aime pas trop être contrainte. Donc comme ça je sais que j'ai le choix, c'est beaucoup mieux pour moi. Et puis bah voilà, ça peut vous donner aussi des idées de lecture, c'est toujours sympa de partager. En attendant, à tous et à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye!